9h12 précise, ce 10 septembre 2025, le portable de Sébastien Lecornu se mit à vibrer doucement sur le plateau brillant de son bureau à l'hôtel de Matignon. Une notification AFP s'illuminait à l'écran. Le titre, lui, ne laissait aucune place au doute. Mélenchon annonce une motion de censure contre Lecornu dès l'ouverture de la session parlementaire. Le nouveau chef du gouvernement, propulsé à ce poste seulement la veille par Emmanuel Macron après la chute retentissante de François Bayrou, reposa avec lenteur sa tasse de café sur une soucoupe en porcelaine de Limoges. Sa main se referma légèrement autour de la céramique encore tiède. 24 heures. À peine une journée à Matignon, et déjà Jean-Luc Mélenchon, tribun en chef de la France insoumise, sonnait la charge. Derrière les rideaux tirés, Paris s'éveillait dans une... 9h12 précise, ce 10 septembre 2025, le portable de Sébastien Lecornu se mit à vibrer doucement sur le plateau brillant de son bureau à l'hôtel de Matignon. Une notification AFP s'illuminait à l'écran. Le titre, lui, ne laissait aucune place au doute. Mélenchon annonce une motion de censure contre Lecornu dès l'ouverture de la session parlementaire. Le nouveau chef du gouvernement, propulsé à ce poste seulement la veille par Emmanuel Macron après la chute retentissante de François Bayrou, reposa avec lenteur sa tasse de café sur une soucoupe en porcelaine de Limoges. Sa main se referma légèrement autour de la céramique encore tiède. 24 heures. À peine une journée à Matignon, et déjà Jean-Luc Mélenchon, tribun en chef de la France insoumise, sonnait la charge. Derrière les rideaux tirés, Paris s'éveillait dans une brume pâle de septembre, totalement étrangère à l'orage politique en train de se former. Et toi, évidemment, tu ignores encore ce qui va vraiment se jouer dans les heures à venir. À cet instant précis, personne n'en avait la moindre idée. Ni les conseillers de Lecornu, qui arrivaient en urgence pour une réunion improvisée, ni les journalistes politiques, persuadés d'assister à une énième motion vouée à l'échec. Et certainement pas Mélenchon lui-même, qui, dans son bureau du 10e arrondissement, peaufinait méthodiquement la suite de son offensive. Pourtant, les mots que Lecornu allait prononcer un peu plus tard ne se contenteraient pas de saboter les plans de son adversaire. Ils allaient aussi bousculer en profondeur les codes du jeu politique français. Une seule phrase, courte, frontale, dévastatrice, au point que les médias du monde entier la répéteraient en boucle pendant des semaines. Mais avant d'en arriver là, il faut remonter légèrement le fil des événements. Comprendre le contexte dans toute sa brutalité est essentiel pour mesurer la charge explosive de ce qui s'apprête à se produire. Depuis le 8 septembre au soir, la France politique était en état de choc. François Bayrou, le centriste béarnais qui avait juré qu'il ferait adopter un budget de compromis, venait de tomber après un vote de confiance catastrophique à l'Assemblée nationale. 364 députés, de l'extrême gauche à l'extrême droite, avaient refusé de lui accorder leur confiance. C'était la 3e chute de gouvernement en moins de 100 jours. Un record absolu sous la Ve République. La France était au bord du chaos institutionnel. Les marchés financiers s'affolaient. L'agence de notation Moody's menaçait de dégrader la note de la France. Les syndicats appelaient à une grève générale. Emmanuel Macron, reclus à l'Élysée, cherchait désespérément une solution pour sortir de l'impasse. Son choix s'était porté sur Sébastien Lecornu, l'ancien ministre des Armées, 39 ans, considéré comme l'un des hommes les plus habiles du macronisme. Un homme qui avait su naviguer entre droite et centre, qui avait géré des dossiers explosifs comme la réforme militaire, qui parlait aussi bien aux industriels de l'armement qu'aux généraux sur le terrain, mais surtout, un homme que Macron pensait capable de tenir tête à l'opposition sans céder un pouce de terrain. La nomination avait été annoncée le 9 septembre à 20h. Immédiatement, les réactions avaient fusé de toutes parts. Marine Le Pen avait ironisé sur Twitter à propos d'un nouveau fusible pour Macron. Bruno Retailleau, chef des Républicains, avait exigé des ruptures claires avec la politique précédente. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, avait parlé de continuité macroniste inacceptable. Mais c'était Jean-Luc Mélenchon qui avait frappé le plus fort et le plus tôt. Dès 22h30, le soir même de la nomination, il avait publié sur son blog une tribune au vitriol intitulée « Le déni ». Dans ce texte de 3000 mots, le leader de la France insoumise démontait méthodiquement la légitimité de Lecornu à gouverner.
Il rappelait que le nouveau Front populaire avait obtenu le plus grand nombre de sièges aux législatives de juillet. Il accusait le président de violer l'esprit de la Constitution en imposant un premier ministre issu du camp présidentiel malgré l'absence de majorité. Et surtout, il annonçait sa stratégie dès le premier jour de la session parlementaire. Nous déposerons une motion de censure spontanée sur la base de l'article 49. Monsieur Lecornu tombera sur l'article 49. Emmanuel Macron semble vouloir faire le tour de tous les articles de la Constitution avant de comprendre qu'il doit partir. Cette déclaration avait électrisé la gauche. Mathilde Panot, à l'Assemblée, avait immédiatement relayé l'appel sur les réseaux sociaux. Manuel Bompard, coordinateur national du mouvement, était passé le lendemain matin sur tous les plateaux de télévision pour marteler le message. Censure immédiate, sans négociation, sans compromis possible. Mais Mélenchon n'avait pas seulement annoncé une motion de censure, il avait fait quelque chose de beaucoup plus stratégique et dangereux pour Lecornu. Il avait appelé publiquement les socialistes, les écologistes et les communistes à cesser leur comédie et à voter la censure avec LFI. C'était un pari calculé. Mélenchon savait que si toute la gauche votait unie contre Lecornu et si le Rassemblement national se joignait à eux comme il l'avait fait pour Bayrou, le gouvernement tomberait dès le premier vote. Les mathématiques parlementaires étaient implacables. Les LFI comptaient 74 députés. Le PS en avait 66. Les écologistes, 13. Le PCF, 11. Le Rassemblement national, 123. Soit, au total, 287 voix potentielles. Il suffisait de 289 pour renverser le gouvernement. C'était jouable, c'était même probable. Sauf si Lecornu trouvait un moyen de briser cette coalition hétéroclite. Dans son bureau à Matignon, ce matin du 10 septembre, Sébastien Lecornu finit son café d'un trait et convoqua immédiatement son état-major. Marc Vallière, son conseiller diplomatique depuis des années, arriva le premier. Puis vinrent s'installer autour de la longue table en acajou Adrien Facon, directeur de cabinet, Philippe Dustin, conseiller spécial, et une poignée d'autres proches collaborateurs. Tous avaient les traits tirés. Personne n'avait vraiment dormi depuis 48 heures. Vallière ouvrit la réunion sans préambule, posant sa tablette sur la table où s'affichaient les unes des journaux. Monsieur le Premier ministre, la situation est critique. Mélenchon a réussi son coup médiatique. Tous les journaux ne parlent que de la censure annoncée. France Inter a mené un sondage ce matin. 62% des Français pensent que votre gouvernement tombera dans les 2 semaines. Lecornu ne répondit pas immédiatement. Il se leva de sa chaise, fit quelques pas vers la fenêtre, les mains croisées dans le dos. Son silence pesait lourd dans la pièce. Faxon tenta de briser la tension. Nous avons préparé plusieurs scénarios de réponse. Le premier consiste à ignorer totalement Mélenchon et à nous concentrer sur les négociations avec le PS et les Républicains pour construire une majorité de circonstances. Lecornu secoua lentement la tête sans se retourner. Gustin enchaîna. Le deuxième scénario est plus offensif. Nous pourrions dénoncer l'irresponsabilité de LFI, rappeler que leur stratégie de censure systématique conduit le pays au chaos et faire appel au sens des responsabilités des autres partis. Lecornu se retourna enfin. Ses yeux bleus fixèrent intensément Gustin. Non, tout cela, c'est ce que Mélenchon attend. Il veut un combat frontal, il veut que je me défende, il veut que je négocie, il veut que je montre ma faiblesse. Vallière fronça les sourcils. Alors, que proposez-vous, monsieur le Premier ministre? Un léger sourire apparut sur le visage de Lecornu. C'était le sourire de quelqu'un qui venait de comprendre exactement comment déjouer un piège savamment tendu. Je vais faire exactement l'inverse de ce qu'il attend. Je ne vais ni ignorer, ni me défendre, ni négocier. Je vais lui répondre directement, publiquement et en une seule phrase. Le silence dans la salle était total. Fasson hésita. Une seule phrase? Mais, monsieur le Premier ministre, Mélenchon a publié une tribune de 3000 mots. Il est passé sur tous les médias. Il a mobilisé toute la gauche. Comment une seule phrase pourrait-elle suffire? Lecornu le coupa gentiment mais fermement. Parce que c'est précisément ce que personne n'attend. Mélenchon a construit toute une rhétorique, tout un argumentaire, toute une stratégie verbale. Il attend que je rentre dans son jeu, que je débatte point par point, que je me justifie. Au lieu de cela, je vais court-circuiter tout son système avec une simplicité brutale.
Vallière, qui connaissait son patron depuis des années, comprit immédiatement. « Vous voulez le désarmer par la concision, le priver du débat qu'il cherche ?» « Exactement, » répondit le cornu en retournant s'asseoir. « Mélenchon est un orateur, un tribun, un homme de parole. Il veut m'entraîner sur son terrain, mais je ne jouerai pas selon ses règles. Je vais lui montrer qu'on peut répondre à 3000 mots avec 7 mots. » Gustin sortit son carnet. « Quels mots, monsieur le Premier ministre ?» Le cornu prit une profonde inspiration. Ce qu'il allait dire maintenant allait soit sauver son gouvernement naissant, soit précipiter sa chute. Il n'y aurait pas de seconde chance. Voici ce que je vais dire, et seulement cela. Monsieur Mélenchon, allez-y, déposez votre motion. J'attends. Le silence qui suivit fut assourdissant. Fasson ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit à nouveau. C'est tout? C'est tout, confirma le cornu avec un calme olympien. 7 mots. Pas de justification, pas de défense, pas de contre-attaque. Juste un défi direct, simple, impossible à interpréter autrement que comme du courage ou de l'arrogance. Vallière comprit immédiatement le génie de cette approche. Vous le mettez au défi de passer à l'acte. Vous transformez sa menace en bluff potentiel. S'il dépose la motion et qu'elle échoue, il est ridicule. S'il hésite, il est faible. Et dans tous les cas, vous ne donnez aucune prise à sa rhétorique. Exact. Mélenchon a construit sa stratégie sur l'idée que je vais essayer de l'éviter, de négocier, de gagner du temps. Au lieu de cela, je l'invite à agir immédiatement. Je retire toute la tension dramatique qu'il a construite. Je transforme sa grande annonce en simple formalité procédurale. « Mais, monsieur le Premier ministre, objecta-t-on, et s'il dépose vraiment la motion et qu'elle passe, si toute la gauche vote avec lui, si le RN se joint à eux... » Le cornu se pencha en avant, les coudes sur la table, fixant chacun de ses collaborateurs tour à tour. « Alors je tomberai, mais je tomberai debout, en regardant mes adversaires dans les yeux, sans avoir cédé un centimètre de terrain. Et croyez-moi, cela comptera infiniment plus dans l'histoire politique de ce pays qu'un combat d'arrière-garde de 1000 ans. » La décision était prise à 11 heures précises. Le cornu convoqua une conférence de presse surprise dans la cour de Matignon. Les journalistes, pris au dépourvu, se précipitèrent. Certains étaient encore en route quand le premier ministre apparut sur le perron. Seul, sans notes, sans pupitre. Le soleil de septembre faisait scintiller les pavés humides de la cour. Une 50aine de caméras étaient braquées sur lui. Les chaînes d'information en continu interrompirent leur programme. BFM, TV, CNews, LCI, toutes basculèrent en direct. Dans son bureau du 10e arrondissement, Jean-Luc Mélenchon leva les yeux de son ordinateur où il rédigeait un nouveau billet de blog. L'un de ses assistants venait de faire irruption. Le cornu convoque une conférence de presse. C'est en direct, maintenant. Mélenchon eut un sourire satisfait. Bien sûr que le cornu allait répondre. Tous répondaient toujours. Il allait probablement dénoncer l'irresponsabilité de LFI, appeler au dialogue, proposer des concessions. C'était le scénario classique. Le tribun de LFI alluma son écran de télévision, s'installa confortablement dans son fauteuil en cuir et attendit de savourer sa victoire médiatique. Sur le perron de Matignon, le cornu attendit que le silence se fasse. Il ne souriait pas. Il ne semblait ni nerveux ni arrogant, juste calme, d'un calme qui contrastait violemment avec l'agitation médiatique des dernières 24 heures. Un journaliste de France Inter cria « Monsieur le Premier ministre, quelle est votre réaction à l'annonce de Jean-Luc Mélenchon ?» Le cornu le regarda directement, puis balaya du regard l'ensemble des caméras. Ce qu'il dit ensuite allait être répété des milliers de fois, analysé dans tous les sens, disséqué par tous les commentateurs politiques du pays. « Monsieur Mélenchon, allez-y, déposez votre motion. J'attends. » Puis il fit demi-tour et rentra dans Matignon sans ajouter un mot, sans répondre à aucune des questions qui fusaient déjà. 7 mots, 10 secondes chrono et un silence médiatique sidéré. Dans le studio de BFM TV, le présentateur resta bouche bée pendant 3 secondes entières avant de reprendre. Eh bien, c'était inattendu. Le cornu vient de répondre à Mélenchon en exactement 7 mots. Sur le plateau de France Info, la journaliste politique Anne Rosencher s'exclama
C'est extraordinaire. Il ne se défend pas, il ne négocie pas, il provoque directement. Je n'ai jamais vu ça. Les réseaux sociaux explosèrent instantanément. Sur Twitter, le hashtag #aller-y devint tendance en moins de 100 minutes. Les réactions affluèrent par milliers. Le Cornu vient de donner une leçon magistrale de communication politique, tweeta un éditorialiste du Monde. 7 mots pour détruire 3000 mots de Mélenchon. Du génie, ajoutait un chroniqueur du Figaro. Mais la réaction la plus importante, celle que tout le monde attendait, c'était celle de Mélenchon lui-même. Dans son bureau, le leader de LFI fixait l'écran de télévision avec une expression que ses proches collaborateurs ne lui connaissaient pas. Ce n'était ni de la colère, ni de la surprise. C'était quelque chose de plus profond, une sorte de reconnaissance involontaire face à un coup magistral. Son assistante osa demander « Monsieur Mélenchon, vous voulez réagir? Les médias vous appellent ?» Mélenchon resta silencieux pendant un long moment. Il comprenait parfaitement ce qui venait de se passer. Le Cornu venait de transformer une menace en défi, un rapport de force en duel, une stratégie complexe en confrontation brutale. Et surtout, il venait de voler la vedette médiatique pendant les 24 heures précédentes. Tous les médias parlaient de l'offensive de Mélenchon. Maintenant, ils ne parlaient plus que de la réponse de Le Cornu. Le leader insoumis avait été joué à son propre jeu médiatique. Finalement, Mélenchon se leva et dit à son équipe « Convoquez une conférence de presse pour 15 heures. Je vais lui montrer qu'on ne provoque pas Jean-Luc Mélenchon impunément. » Mais dans sa voix, ses collaborateurs détectèrent quelque chose d'inhabituel. Une note d'incertitude, une fêlure dans l'assurance habituelle. À 15 heures, dans une salle bondée de la Maison de l'Amérique latine où LFI avait ses locaux, Mélenchon fit face aux journalistes. Il avait préparé une longue déclaration. Mais avant même qu'il ne commence, les questions fusèrent. « Monsieur Mélenchon, allez-vous effectivement déposer la motion comme Le Cornu vous y invite? N'est-ce pas Le Cornu qui a maintenant l'initiative politique? » 7 mots contre 3000. N'êtes-vous pas en train de perdre la bataille de la communication? Mélenchon leva les mains pour réclamer le silence. Son visage était fermé. Bien sûr que nous allons déposer la motion de censure. Nous l'avons annoncé, nous le ferons. Monsieur Le Cornu ne nous intimide pas avec ses petites phrases, mais quelque chose sonnait faux dans sa voix. Les journalistes le sentirent. Mélenchon continua pendant 10 minutes, développant les arguments habituels sur la crise démocratique, le mépris du suffrage universel, la nécessité de renverser le macronisme, mais les questions revenaient sans cesse sur la réponse de Le Cornu. Un journaliste du Parisien insista. « Mais justement, monsieur Mélenchon, Le Cornu ne fuit pas. Il vous attend, il vous défie. N'est-ce pas exactement ce que vous vouliez? » Mélenchon explosa soudain, révélant sa frustration sous-jacente. « Ce que je veux, c'est que ce pays sorte enfin du macronisme. Ce que je veux, c'est qu'on respecte le vote des Français. Le Cornu peut faire toutes les provocations qu'il veut. Nous le renverserons. » Cette explosion de colère fit le tour des chaînes d'information en boucle. Et là encore, Le Cornu gagnait. Mélenchon apparaissait maintenant comme celui qui réagissait émotionnellement, tandis que Le Cornu gardait son calme olympien. Le rapport de force psychologique s'était inversé, mais la vraie bataille ne faisait que commencer. Dans les jours suivants, Le Cornu déploya une stratégie à 2 niveaux. Publiquement, il maintint sa posture de défi tranquille. À chaque interview, à chaque apparition, il répétait la même ligne. « J'attends la motion de Mélenchon. Quand elle viendra, nous verrons qui a le courage de ses convictions. » Mais en coulisses, il menait une opération de séduction intense auprès des socialistes, des écologistes et même de certains députés LR. Son message était simple. Mélenchon veut le chaos. Moi, je veux gouverner. Au moins 3 mois pour prouver que je peux faire autrement. Le 15 septembre, lors d'une réunion secrète dans un appartement privé du 7e arrondissement, Le Cornu rencontra Olivier Faure et Boris Vallaud, les 2 têtes du Parti socialiste. La conversation dura 4 heures. Faure posa ses conditions. Pas de 49,3 sur le budget, des concessions sur les retraites, une taxe sur les hauts patrimoines. Le Cornu écouta attentivement puis répondit avec cette franchise directe qui était devenue sa marque. « Je ne vous mentirai pas. Je ne peux pas abroger la réforme des retraites. Macron ne l'accepterait jamais, et vous le savez. Mais je peux suspendre son application pendant 6 mois, le temps d'une vraie concertation. Je peux créer une taxe exceptionnelle sur les grandes fortunes. Pas l'ISF, mais quelque chose de proche.
Et je m'engage formellement à ne pas utiliser le 49.3. Vallaud et Faure échangèrent un regard. C'étaient des concessions réelles, pas suffisantes pour satisfaire la gauche de la gauche, mais suffisantes pour justifier une abstention plutôt qu'un vote de censure. Faure posa la question cruciale. Et si Mélenchon dépose quand même sa motion? Lecornu sourit. C'est là toute la beauté de ma stratégie. S'il la dépose et qu'elle échoue parce que vous vous abstenez, il est affaibli. S'il ne la dépose pas après l'avoir annoncé, il est ridicule. Dans les deux cas, j'ai gagné en l'invitant publiquement à agir. Olivier Faure hocha lentement la tête. Il commençait à comprendre pourquoi Macron avait choisi Lecornu. Cet homme n'était pas un simple technocrate. C'était un stratège politique de premier plan. Pendant ce temps, au sein de la France insoumise, les débats faisaient rage. Mathilde Panot poussait pour un dépôt immédiat de la motion. Nous avons annoncé, nous devons tenir parole. Mais Manuel Bompard, plus pragmatique, soulignait le problème. Si les socialistes s'abstiennent, la motion échoue et nous passons pour des amateurs. Mélenchon lui-même était inhabituellement silencieux. Il sentait le piège se refermer, mais ne voyait pas comment s'en extraire sans perdre la face. Le 20 septembre, Lecornu frappa à nouveau lors de son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale. Il prononça ces mots qui firent mouche. « On m'a annoncé une motion de censure il y a 10 jours. J'attends toujours. Peut-être que les grands discours sont plus faciles que les actes de courage politique. » L'hémicycle explosa. Les députés de LFI hurlèrent leur indignation. Mélenchon, présent dans les tribunes, devint écarlate. Mais le mal était fait. Lecornu venait de retourner publiquement l'accusation de lâcheté contre Mélenchon. Le lendemain, LFI déposa effectivement sa motion de censure, mais le contexte avait changé. Ce qui devait être une offensive triomphante ressemblait maintenant à une réaction tardive et forcée. Les socialistes annoncèrent qu'ils s'abstiendraient, les écologistes aussi. Même au sein de LFI, certains députés commençaient à exprimer des doutes en privé. La motion fut débattue le 25 septembre. Mélenchon monta à la tribune pour une intervention de 40 minutes, brillante sur le plan rhétorique, passionnée, convaincante pour sa base. Mais quand Lecornu prit la parole pour répondre, il fut d'une concision dévastatrice. « Monsieur Mélenchon a parlé pendant 40 minutes. Je vais être plus bref. Vous voulez me renverser? Votez. J'assume les conséquences de votre vote, quelles qu'elles soient. Mais cessons de parler, agissons. » Le vote fut un désastre pour LFI. Seulement 203 députés votèrent la censure, 86 de moins que nécessaire. La motion était rejetée. Lecornu restait premier ministre. Dans les médias, le verdict fut unanime. Le Monde titrait « Lecornu déjoue le piège mélenchonien ». Libération analysait « 7 mots qui valent mieux qu'un long discours ». Même à gauche, certaines voix critiquaient la stratégie de LFI. Manuel Bompard reconnut sur France Inter « Nous avons peut-être sous-estimé Lecornu ». Ce soir-là, dans son bureau de Matignon, Sébastien Lecornu regardait les résultats du vote avec son équipe. Vallière leva son verre de champagne. « Monsieur le Premier ministre, vous aviez raison. Ces mots ont suffi. » Lecornu ne souriait pas, triomphal. Il savait que ce n'était qu'une victoire tactique dans une guerre qui serait longue. « Ne nous réjouissons pas trop vite. Mélenchon a perdu cette bataille, mais il apprend vite. La prochaine fois, il sera plus préparé. » Et Lecornu avait raison d'être prudent, car dans son bureau du 11e arrondissement, Jean-Luc Mélenchon n'était pas abattu. Il était pensif. Il venait d'apprendre une leçon importante sur son nouvel adversaire. Lecornu n'était ni Barnier ni Bayrou. C'était un joueur d'échecs politique qui pensait plusieurs coups à l'avance. Les semaines suivantes confirmèrent le changement de dynamique. Lecornu parvint à faire adopter son budget sans recours au 49.3. Grâce aux abstentions socialistes obtenues au prix de vraies concessions, il mit en place la taxe sur les hauts patrimoines promise, récoltant même quelques compliments embarrassés de la gauche modérée. Mais surtout, il maintint sa ligne de communication directe, simple, sans fioritures. À chaque attaque de Mélenchon, il répondait en quelques mots percutants. Quand LFI dénonça sa politique de défense, il répliqua « Proposez mieux, j'écoute ». Quand Mélenchon l'accusait de servir les riches, il rétorqua « Prouvez-le avec des chiffres, j'attends ».
À chaque fois, il renvoyait le défi, forçant ses adversaires à passer de la rhétorique aux actes concrets. Et à chaque fois, Mélenchon se trouvait pris à son propre piège. 6 mois plus tard, en mars 2026, lors d'une interview pour Le Monde, on demanda à Lecornu quel avait été le moment le plus important de ses premiers mois à Matignon. Sa réponse fut sans hésitation. Le matin où j'ai décidé de répondre à Mélenchon en 7 mots plutôt qu'en 7 pages. C'est là que j'ai compris que la politique moderne ne se gagne pas avec les discours les plus longs, mais avec les vérités les plus courtes. On posa la même question à Mélenchon quelques jours plus tard. Il eut un sourire amer. Lecornu m'a donné une leçon ce jour-là. Il m'a montré qu'en politique, le silence éloquent vaut parfois mieux que l'éloquence bruyante. Est-ce que j'ai appris la leçon? Vous verrez bien. Aujourd'hui, dans les écoles de Sciences Po et ailleurs, on étudie cet épisode comme un cas d'école de communication politique moderne. Les étudiants analysent comment Lecornu a transformé une menace existentielle en opportunité de montrer sa force. Comment il a court-circuité la rhétorique de son adversaire par la concision. Comment il a repris l'initiative en acceptant la confrontation plutôt qu'en la fuyant. Certains analystes le comparent au fameux « moi président » de François Hollande face à Nicolas Sarkozy. D'autres y voient un écho du « je vous ai compris » de Gaulle à Alger. Une phrase simple qui change tout. Mais au-delà de la stratégie de communication, cet épisode révéla quelque chose de plus profond sur Sébastien Lecornu. Il montra qu'il possédait cette qualité rare en politique. Le courage de la simplicité. Dans un monde où les politiciens se cachent derrière des langages techniques, des circonvolutions diplomatiques et des justifications sans fin, Lecornu osait dire les choses simplement, directement, sans faux-semblant. Ce jour de septembre 2025, quand il répondit à Mélenchon par ces 7 mots, il ne fit pas seulement un coup de communication brillant. Il définit un style, une approche, une manière d'être en politique qui allait marquer toute son action à Matignon. Mais attendez, il y a quelque chose que vous ne savez pas encore sur cette journée historique. Quelque chose qui ne fut révélé que plusieurs mois plus tard dans une interview off the record accordée à un journaliste du Canard enchaîné. Ce matin de septembre, quand Lecornu convoqua sa réunion d'urgence après l'annonce de Mélenchon, il n'avait pas immédiatement l'idée de sa phrase en 7 mots. En réalité, la réunion dura 2 heures entières, pendant lesquelles son équipe prépara 3 discours différents, chacun faisant plusieurs pages. Le premier était défensif, expliquant point par point pourquoi la motion de censure était injustifiée. Le deuxième était offensif, attaquant frontalement la stratégie de LFI. Le troisième était conciliant, proposant un dialogue avec toutes les forces politiques. Lecornu lut les 3. Puis il les posa sur la table et dit à son équipe. Tout cela est très bien écrit, très argumenté, très politique. Et c'est exactement pour ça que ça ne marchera pas. Mélenchon est meilleur que nous dans ce registre. Il a 30 ans d'expérience de joute oratoire. Si je rentre dans son jeu, je perds d'avance. Ce fut alors que Philippe Dustin, son conseiller spécial, prononça la phrase qui allait tout changer. Dustin venait du monde de l'entreprise, pas de la politique. Il avait été directeur de la communication dans une grande firme du CAC 40 avant de rejoindre Lecornu. Il leva la main timidement. « Monsieur le Premier ministre, puis-je vous raconter une anecdote? » Lecornu, intrigué, acquiesça. Dustin raconta. « Quand j'étais chez Renault, nous avions le concurrent qui nous attaquait publiquement, nous accusant de tous les maux. Notre PDG de l'époque, Carlos Ghosn, était furieux. Il voulait répondre avec un communiqué de 10 pages. Mais le directeur de la communication lui a dit quelque chose qui m'est resté. Il a dit « Monsieur le Président, quand quelqu'un vous lance un défi, le pire que vous puissiez faire est d'expliquer pourquoi vous n'avez pas peur. Le mieux que vous puissiez faire est de dire « D'accord, allons-y ». Lecornu se figea, ses yeux s'illuminèrent. « D'accord, allons-y », répéta-t-il lentement. « Oui, exactement. Ne pas expliquer, ne pas justifier, juste accepter le défi. » Et c'est ainsi que naquit la phrase en 7 mots. Non pas comme une stratégie longuement préméditée, mais comme une intuition fulgurante inspirée par une anecdote du monde de l'entreprise. Lecornu passa les 20 minutes suivantes à affiner exactement la formulation. Il testa plusieurs versions. « Allez-y, Monsieur Mélenchon, déposez votre motion. » Trop long. « Je vous attends. » Trop arrogant. « Faites-le. » Trop provoquant.
Finalement, il arriva à la version parfaite. « Monsieur Mélenchon, allez-y, déposez votre motion, j'attends. » Poli avec le « Monsieur Mélenchon », direct avec le « Allez-y », procédural avec « Déposez votre motion » et légèrement défiant avec le « J'attends » final. Ces mots contenaient politesse, défi, calme et détermination. Mais voilà le détail que Vallière révéla et qui changea tout. Lecornu n'était pas du tout sûr que cela marcherait. Juste avant de sortir dans la cour de Matignon pour sa conférence de presse, il dit à son équipe « Si cela échoue, si Mélenchon retourne cela contre moi, j'assumerai seul. Ne dites jamais que c'est vous qui avez eu cette idée. » C'était un pari énorme, un coup de poker total. Lecornu misait toute sa crédibilité naissante sur ces mots dont il ne savait pas comment ils seraient reçus. Quand il rentra après avoir prononcé sa phrase, il se dirigea directement vers son bureau, ferma la porte et resta seul pendant 15 minutes. Vallière, qui était juste derrière la porte, l'entendit marcher de long en large. Le premier ministre attendait de voir les premières réactions quand son assistant lui apporta les premiers tweets, les premiers titres des sites d'information, les premiers commentaires des éditorialistes. Lecornu lut tout avec une intensité fébrile. Ce ne fut que lorsqu'il vit le tweet de journalistes politiques influents disant « Lecornu vient de donner une leçon magistrale de communication politique » qu'il se permit de respirer. Il avait gagné son pari. Mais le plus étonnant dans cette histoire n'est pas que le coup est pris. C'est ce qui se passa dans les semaines qui suivirent au sein de la France insoumise. Plusieurs députés firent, lors de réunions internes, dont les comptes rendus furent ensuite divulgués à la presse, reconnurent en privé que Lecornu les avait eus. L'un d'eux, dont le nom ne fut jamais révélé, aurait même dit « On s'est fait battre par quelqu'un qui a compris qu'en politique moderne, TikTok a plus d'impact que l'humanité. » Ces mots, bien que cyniques, touchaient quelque chose de profondément vrai. 7 mots, c'est un tweet. 3000 mots, personne ne les lit. Lecornu avait instinctivement compris ce que les vieux routiers de la politique comme Mélenchon n'avaient pas accepté. L'ère des longs discours fleuves était révolue. À l'époque de l'attention fragmentée, des réseaux sociaux, des chaînes d'information en continu, la concision était devenue une arme politique majeure. Mais Mélenchon, humilié par cet épisode, ne resta pas les bras croisés. Dans les mois qui suivirent, on vit le leader de LFI adapter sa communication. Ses tweets devinrent plus courts, plus percutants. Ses interventions médiatiques plus condensées. Il avait compris la leçon. En avril 2026, lors d'un débat à l'Assemblée sur la réforme de l'assurance chômage, Mélenchon tenta même de retourner la stratégie de Lecornu contre lui. Quand le Premier ministre annonça son plan de réforme, Mélenchon se leva et dit simplement « Monsieur le Premier ministre, ce plan est injuste, retirez-le, nous attendons. » Tentative de copier le style de Lecornu, utilisation de phrases courtes, défi direct, mais cela ne fonctionna pas. Pourquoi? Parce que ce qui avait rendu la phrase de Lecornu si efficace n'était pas seulement sa brièveté, c'était le contexte. Lecornu était le nouveau venu, l'outsider politique relatif, celui que l'on sous-estimait. Sa concision était une surprise, un contre-pied. Quand Mélenchon, tribun reconnu, essayait la même chose, cela ressemblait à une imitation, pas à une révolution stylistique. Les commentateurs politiques ne s'y trompèrent pas. Mélenchon essaie de faire du Lecornu, mais c'est comme si Pavarotti essayait de rapper, écrivit un chroniqueur du Figaro. Le style ne se copie pas, il se construit authentiquement. Mais au-delà de l'aspect communication, cet épisode eut des conséquences politiques profondes et durables. D'abord, il établit Lecornu comme un premier ministre qui ne se laissait pas intimider. Cela changea fondamentalement la dynamique de ses relations avec l'opposition. Le Rassemblement national, qui avait initialement prévu de suivre la même stratégie que LFI, révisa ses plans. Marine Le Pen, elle-même, admit en privé, selon des sources proches du parti, que Lecornu n'est pas inoffensif comme les autres. Il a du courage. Cette reconnaissance involontaire d'un adversaire politique fut peut-être le plus grand compliment que Lecornu reçut. Ensuite, cela redéfinit les termes du débat politique français. Après l'épisode Lecornu-Mélenchon, il devint beaucoup plus difficile pour l'opposition d'agiter des menaces sans les mettre à exécution. Le bluff politique avait été démasqué et ridiculisé. Les partis d'opposition durent devenir plus prudents dans leurs annonces, sachant qu'un premier ministre pouvait maintenant les mettre au défi de passer aux actes. Enfin, et c'est peut-être le plus important,
Cela prouva qu'Emmanuel Macron avait eu raison de choisir le Cornu. Le président de la République, souvent accusé de manquer de flair politique, avait cette fois vu juste. Le Cornu n'était pas seulement un technocrate compétent, c'était un animal politique d'une espèce rare. Quelqu'un qui combinait l'intelligence stratégique, le courage tactique et l'instinct communicationnel. Dans les dîners en ville du Paris politique, l'anecdote des 7 mots devint légendaire. On l'a racontait dans les salons, on l'enseignait dans les formations politiques, on l'analysait dans les séminaires de communication. Elle rejoignit le panthéon des grands moments de la Ve République, aux côtés du « Je vous ai compris » de De Gaulle, du « Vous n'avez pas le monopole du cœur » de Giscard d'Estaing ou du « Casse-toi pauvre con » de Sarkozy. Un an après l'événement, en septembre 2026, le Cornu était toujours premier ministre. Fait extraordinaire sous Macron, il avait tenu 1 an à Matignon, quelque chose qu'aucun de ses prédécesseurs depuis Édouard Philippe n'avait réussi à accomplir. Lors d'une cérémonie à l'Élysée marquant cette première année, un journaliste lui demanda « Monsieur le Premier ministre, quel a été votre secret pour durer ?» Le Cornu sourit et, avec cette économie de mots qui était devenue sa signature, répondit « Dire ce qu'on pense, faire ce qu'on dit, assumer ce qu'on fait. » 9 mots cette fois. Progrès ou régression par rapport aux 7 mots historiques, les commentateurs débattraient de la question pendant des semaines. Mais dans son bureau du 6e arrondissement, Jean-Luc Mélenchon regardait l'interview à la télévision. Il secoua la tête avec un sourire qui n'était pas entièrement dépourvu d'admiration. Son assistant, qui l'observait, osa demander « Monsieur Mélenchon, vous pensez quoi de Le Cornu maintenant, après 1 an ?» Le tribun de LFI resta silencieux un moment, puis dit quelque chose que peu de gens auraient imaginé entendre de sa bouche. « Je pense que c'est l'adversaire le plus dangereux que j'ai jamais eu. Pas parce qu'il est le plus intelligent, ni le plus compétent, ni même le plus rusé, mais parce qu'il a compris quelque chose que j'ai mis trop de temps à accepter. En politique moderne, la vérité qui frappe vaut mieux que l'argumentaire qui convainc. Et ça, c'est redoutable. » Ce compliment involontaire d'un adversaire politique irréductible fut peut-être la meilleure mesure de l'impact de ces 7 mots prononcés un matin de septembre. Ils n'avaient pas seulement sauvé un gouvernement, ils avaient changé les règles du jeu politique français. Aujourd'hui, quand on enseigne la communication politique dans les universités françaises, le cas Le Cornu est devenu un classique. Les professeurs demandent à leurs étudiants « Si vous étiez à la place de Le Cornu ce matin-là, qu'auriez-vous fait ?» La plupart répondent qu'ils auraient préparé un long discours, expliqué leur position, défendu leur légitimité. Très peu ont l'instinct de la simplicité radicale. Et quand le professeur révèle ce que Le Cornu a réellement fait, il y a toujours ce moment de silence. Ce moment où les étudiants réalisent qu'ils viennent d'apprendre quelque chose de fondamental sur le pouvoir. Parfois, le plus grand courage n'est pas de parler longtemps, mais de parler juste. Parfois, la meilleure défense n'est pas l'explication, mais l'acceptation du fait. Parfois, 7 mots bien choisis changent plus l'histoire que 7 heures de débat. Sébastien Le Cornu, ce matin de septembre 2025, n'a pas seulement répondu à Jean-Luc Mélenchon. Il a écrit une nouvelle page du manuel de la politique moderne. Une page courte, certes, mais une page que personne n'oubliera. Et si vous vous demandez si Mélenchon a finalement appris la leçon, la réponse est complexe. Il a adapté sa communication. Certes, il a raccourci ses interventions, effectivement, mais il n'a jamais vraiment abandonné ce qui fait son essence, la verve, la passion, l'argumentation développée. Parce qu'au fond, Mélenchon et Le Cornu représentent 2 conceptions différentes de la politique. Mélenchon croit au pouvoir de la parole qui soulève, qui enflamme, qui convainc par l'accumulation des arguments. Le Cornu croit au pouvoir de la parole qui frappe, qui marque, qui reste par sa concision. Les 2 ont leur place dans le paysage politique. Les 2 ont leur efficacité selon les moments. Mais ce jour de septembre 2025, dans ce contexte précis de crise institutionnelle et de chaos médiatique, c'est la méthode Le Cornu qui l'a emporté. Et cette victoire a résonné bien au-delà de la simple joute entre 2